comment la chimie provoque des changements de couleur avec Patrick Beauchat, Emmanuel Limenton et Ludovic Paquin qui sont juste là. Vous pouvez les saluer en les applaudissant. Emmanuel Limenton est ingénieur d'études. Emmanuel Limenton est ingénieur d'études au CNRS au sein de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, spécialiste de la synthèse d'hétérocycles azotés avisés pharmaceutiques et de la mise au point de nouveaux solvants dédiés à l'extraction de produits naturels. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire à la fin notamment de cette conférence. Patrick Beauchat est juste là également, on peut l'applaudir. Enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, au sein de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, auteur de travaux de recherche en synthèse organique. Et enfin, last but not least, on a Ludovic Paquin, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, à l'Institut de sciences chimiques de Rennes également, dont les travaux cherchent à imaginer de nouvelles méthodes d'extraction de produits naturels plus respectueuses de l'environnement. Voilà, donc ce sont des gens qui nous viennent de Rennes. On est très très heureux de vous avoir avec nous ici. Je vais vous donner la parole dans quelques secondes. Un cycle d'expérience en 3 moments, j'allais dire. Trois grandes expériences vont être menées pour parler justement de la façon dont la chimie influe sur la lumière et sur les couleurs. Et l'idée, c'est que pour que ce soit le plus participatif possible, à chaque démo, à chaque fin de manip, eh bien, on vous donnera un micro pour que vous puissiez interagir directement plutôt que d'attendre classiquement la fin de la conférence. Est-ce que c'est clair ? Oui, eh ben c'est parti. C'est à moi, c'est ça ? Ah bah c'est comme vous voulez. Hein, moi. Bon, bonjour à tous. Alors on va faire une conférence un peu interactive. Je vais vous parler, moi. Moi je manip pas, je vais les laisser travailler, en espérant qu'ils arrivent à faire des manips qui fonctionnent. Donc aujourd'hui j'ai prévu de vous parler, pour commencer, de tout ce qui est couleur. Vous avez entendu, on a dit il y a 2 minutes qu'on était un labo où on fait beaucoup extraction de produits naturels. Et du coup, quand on nous a demandé de faire quelque chose sur la lumière, on s'est dit que la lumière et les couleurs et la chimie c'était indissociable. Du coup, on va parler matériaux, on va parler un peu pigments, on va parler colorants. On va essayer de voir ce qui est un pigment et ce qui est un colorant. Les couleurs, alors pourquoi ? Parce que c'est une énorme influence, entre autres, sur la peinture. J'ai pris ici 2 exemples. Alors, tout à l'heure, on m'a dit que c'était pas le bon parce qu'ici, il y a un tableau de Monet qui est bien plus célèbre et que j'ai pris le bon tableau, je suis désolé. Mais j'ai pris 2 tableaux qui sont tout à fait marquants au niveau du développement des pigments, dans une volonté de créer de la couleur et de la lumière, surtout dans les tableaux. Si vous regardez bien le tableau qui se trouve en haut, c'est un tableau qui n'est pas du tout éclairé. Et pourtant, quand on le regarde, on a une vraie sensation de lumière. Donc, il y a une vraie recherche dans tous ces pigments. Et vous allez voir que la couleur, elle n'est pas stable dans le temps. Alors, vous avez peut-être déjà observé ça. Hein. Typiquement, vous prenez des vieilles photos qui sont restées alors particulièrement à la lumière. Elles vont avoir tendance à jaunir, voire à se décolorer. Ça dépend un peu de comment elles ont été produites. Mais on voit bien sur des vêtements qui sont restés au soleil, sur des tapisseries. Si vous retirez les tableaux sur des vieilles tapisseries, souvent on voit les traces de la dégradation des couleurs. Donc on verra que la chimie, ça peut apporter de la solution à la conservation et à l'évolution des couleurs. Et puis après, on ira sur quelque chose d'un peu différent. C'est comment est-ce qu'on peut produire de la lumière à partir de la chimie ? Alors il y a plusieurs façons. Donc on abordera de la photoélectricité, on abordera 2-3 choses assez différentes. Pour commencer, je voulais vous présenter 2 séries de 3 tableaux qui, je trouvais, étaient assez caractéristiques sur la notion des couleurs et de l'impact que ça peut avoir sur votre ressenti, que ce soit un ressenti psychologique, un ressenti émotif, mais aussi sur la perception. Alors je vais prendre entre autres le tableau qui est au centre. Et si on regarde bien, le choix spécifique des couleurs qui ont été prises et les contrastes qu'on va observer vont créer ce qu'on appelle une illusion d'optique. Normalement, parmi vous, il y en a certains qui doivent voir un petit paysan au milieu. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Non. Alors regardez bien, sur le nez, il y a un petit paysan. Est-ce que c'est le cas de tout le monde maintenant ? Donc en fait, en fonction des couleurs sur lesquelles on va jouer, des contrastes sur lesquels on va jouer, on va pouvoir amener des perceptions au niveau du cerveau qui seront différentes. Alors vous allez voir, on va garder en fil conducteur cette histoire de notions et de perceptions qu'on peut avoir au niveau du cerveau. Très souvent, on imagine que notre cerveau, c'est notre meilleur ami et que nos yeux sont des très bonnes sources d'informations. Et finalement, ces sources d'informations, elles peuvent être tronquées, elles peuvent être légèrement modifiées. Exemple, est-ce que sur la photo du centre, enfin le dessin du centre, est-ce que tout le monde voit bien le visage et les chevaux ? Oui. Sur la droite, le chandelier et les 2 visages ? Et sur la droite, alors attendez que je me tourne.
Ouais, alors je suis dans l'autre sens. Donc, sur la gauche, normalement, vous devriez avoir une sorte d'arbre généalogique. D'accord ? Donc tout ça, c'était une sorte d'introduction pour vous montrer que votre cerveau, il va être orienté en fonction de ce qu'on va lui donner au niveau couleur, contraste et comment ça marche. Alors, la couleur et la structure de la chimie, c'est lié avant tout un peu à un phénomène physique. Alors je suis obligé de revenir un peu sur la physique. On m'a dit qu'il fallait que je fasse de la chimie. Je suis désolé, c'est très très difficile à dissocier. Typiquement, vous allez avoir une substance qui va être colorée parce qu'elle va absorber ou diffuser des couleurs spécifiques. D'accord ? Donc vous allez avoir une composition de couleurs, et en fonction de la nature de votre objet, il est capable d'absorber ou de renvoyer de la lumière, en tout cas une partie de cette lumière, ce qui va vous donner la couleur. Globalement, un objet jaune, il va absorber toutes les radiations dans le bleu, et il va diffuser toutes les autres. Du coup, vous le verrez jaune. D'accord ? Ça veut dire que je vais avoir de la lumière blanche qui va éclairer typiquement un citron. Ce citron, il va être capable d'absorber toutes les radiations bleues et de renvoyer tout le reste. Et vous, ce que vous observez, c'est tout le reste. Et pour vous, tout le reste, ce sera jaune. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut développer un peu plus en disant on a de la lumière, si tout est réfléchi, je vais percevoir le blanc. D'accord ? C'est la première image. La lumière blanche arrive, elle rebondit sur un objet blanc, lumière perçue, lumière blanche. A l'inverse, si tout est absorbé, l'objet est perçu en noir. Si je faisais une comparaison, c'est pour ça que les objets noirs mis en plein soleil ont tendance à être bien plus chauds que les autres objets. Si je veux observer un objet rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir de la lumière blanche qui va arriver, et la seule chose qui va être réfléchie, ce sera le rouge. Inversement, si j'éclaire avec une lumière incidente verte, genre j'allume une pièce, elle est verte, tous les objets qui sont rouges dans cette pièce seront absorbés par l'objet rouge, et donc je n'aurai pas du tout de perception, l'objet me paraîtra noir. Alors ça veut dire ça qu'en fonction de la lumière que je vais utiliser pour éclairer, les pigments, les couleurs que j'ai choisies au début vont être différentes. Si je reviens sur mes tableaux précédents, ça veut dire qu'en fonction de l'éclairage que j'ai dans mon musée, je ne perçois pas les mêmes couleurs. Donc on peut discuter très longtemps d'une molécule et d'une couleur spécifique, ça va dépendre de comment elle sera éclairée. Alors, au niveau des couleurs, on va trouver deux choses dont vous avez entendu parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de colorants ? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de pigments ? Oui. C'est quoi la différence ? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que peut être la différence entre un colorant et un pigment ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut retrouver des pigments ? Ah oui, dans la peau, ça marche. Un autre endroit, très connu. Oui, là-haut. Non, ça ne va pas être là-dedans. On va retrouver des pigments essentiellement dans la peinture. D'accord ? Les colorants, on peut les trouver où ? Oui ? Ouais, Alors on va trouver beaucoup de colorants effectivement dans la nature, on trouvera des colorants. Je vais vous donner la différence entre un colorant et un pigment. Alors je vais vous le montrer juste comme ça un petit peu en avance. Un pigment, ce sera quelque chose qui n'est pas soluble dans son environnement. C'est-à-dire que c'est une poudre qui va être dispersée dans quelque chose. C'est typiquement de l'encre. L'encre, ça dépend, ce sont des pigments. Ce sont des suspensions de petites particules dans un milieu. La peinture, c'est la même chose. Si on filtrait de façon très 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 fine, on pourrait récupérer les pigments d'un côté et le solvant de l'autre. Quand on fait de la peinture, on n'appelle pas ça un solvant, on appelle ça un liant, qui va permettre à un moment donné de récupérer les pigments et de les laisser en suspension pour pouvoir les étaler. Si vous ne mettez pas ce liant, vous allez avoir plein de petits morceaux et vous allez essayer de tartiner, ça ne marchera pas. Donc ça, ce sera pour les pigments. Pour les colorants, ce sera exactement l'inverse. Sur un colorant, ce qu'on aura, c'est une molécule qui va être soluble dans son milieu. Typiquement, les colorants alimentaires, c'est un très bon exemple. Et beaucoup de molécules naturelles seront plutôt des colorants, elles contiendront plutôt des colorants que des pigments. Un pigment peut être un pigment dans un endroit et un colorant dans un autre. Exemple, une molécule qui ne serait pas soluble dans l'huile, mais qui resterait en petits morceaux suspendus dans l'huile, ce serait un pigment dans l'huile, pourrait devenir un colorant dans l'eau. Ça commence fort, hein. Bougez pas, on va faire des trucs plus marrants après. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, et une expérience pour pouvoir illustrer ça, ça va être de prendre des feuilles. Alors, on a choisi des feuilles un peu spécifiques, on a pris des feuilles de prunus. Le prunus, c'est un arbre qui possède des feuilles rouges. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, le prunus ? Non.
Est-ce qu'on pourrait avoir les feuilles rouges? On peut les voir ou pas? Comme ça. Donc ce sont des petites feuilles rouges. Et ce qu'on va essayer de faire, le but de cette expérience, ça va être de vous montrer qu'on est capable de sortir justement les colorants qu'on a à l'intérieur de ces feuilles. Et on va vous montrer que dans des feuilles rouges, on n'a pas que du colorant rouge. D'habitude, des feuilles, elles sont quelle couleur? Généralement. À cette saison, oui. Alors, en automne, je dis pas, mais habituellement, plutôt, on va dire, sur la période du printemps, les feuilles, très souvent, seront vertes. Nous, ici, on a pris des feuilles qui sont plutôt rouges. Et on va essayer d'extraire le colorant rouge qu'on a à l'intérieur. On va faire une étape d'extraction. Donc, ça va être un peu long. Donc, elle va commencer à bosser, tranquille. On va la laisser. On reviendra la voir toutes les 2-3 minutes pour voir où ça en est. Mais ce qu'elle va faire, c'est une extraction des feuilles. Alors, pour extraire les feuilles, généralement, c'est assez simple. Prenez des feuilles, vous les écrasez, on met un peu de sable, ça aide un peu. Ensuite, on rajoute du solvant, et avec le solvant, on va essayer de faire passer les colorants qui sont dans les feuilles dans le solvant. L'idée, c'est de retirer les feuilles qui ne nous servent à rien. Alors, comment ça marche les couleurs? Pendant qu'elles continuent, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces feuilles de prunus, elles sont rouges. Alors, déjà, il faut savoir que les molécules colorées, toutes, sans aucune exception, ce sont des molécules qui comporteront ce qu'on appelle des simples et doubles liaisons. Ça parle à tout le monde, simples et doubles liaisons? Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, si vous regardez les petites molécules qui sont dessinées là sur le côté, vous allez voir qu'il y a des endroits où j'ai un seul trait, c'est une simple liaison, ça veut dire que mes molécules sont liées par bras. On va le refaire. Simple liaison, merci. Elles sont reliées par une simple liaison. Les molécules qui sont reliées par une double liaison, autre bras. Et on l'a répété. Donc les molécules qui vont avoir des doubles liaisons, c'est juste que mes atomes seront reliés par deux bras. En fait, c'est des liaisons qui sont un peu plus fortes, mais surtout, ce sont des liaisons sur lesquelles les électrons vont être relativement disponibles. Alors les électrons, c'est ce qui va constituer mes liaisons. Si j'ai une alternance de simple et double liaison, c'est-à-dire un coup simple, un coup double, un coup simple, un coup double, ces électrons peuvent se déplacer et ils vont pouvoir migrer sur ma molécule et partir d'un côté à l'autre. À partir du moment où j'ai un déplacement potentiel d'électrons sur mes molécules, donc une alternance de ces fameuses simples et doubles liaisons, ce que j'aurai, ce sera des molécules colorées. Alors si on pousse le bouchon un petit peu loin, on est même capable plus ou moins de prédire où est-ce qu'elles vont être colorées et quel type de couleur elles vont avoir. On ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais ce qui est sûr, si vous regardez bien ce qui est sur l'écran, toutes les molécules que je vous ai présentées sont une alternance de simples et doubles liaisons. Donc on va partir du principe que la plupart, alors il existe certains pigments minéraux qui ne seront pas concernés par ces effets-là. Là, je vous parle essentiellement de molécules organiques, c'est-à-dire de molécules qu'on va plutôt trouver dans le milieu biologique. Donc dans les feuilles, je vais avoir des molécules de ce type-là, avec des alternances de simples et doubles liaisons. Et je vais pouvoir modifier potentiellement les couleurs. Alors je vous ai mis la réponse ici tout de suite. Ce qui va pouvoir influencer le système, ce sera le pH, c'est-à-dire l'acidité du milieu, la concentration, ça devrait vous parler, on en reparlera juste après, la température et le solvant. Donc sur l'extraction, pour l'instant, il nous a fait une belle bouillie dans son mortier, là, pilon, mortier. On a obtenu une bouillie de feuilles de prunus avec du solvant. L'objectif, c'est de séparer la partie feuille de la partie solvant. Donc ce qu'on va faire, c'est une simple filtration. Normalement, on devrait avoir une couleur jus de prunus. C'est coloré rouge ou pas? On va dire que c'est coloré. Rouge. Il y en a un qui suit. Donc en fait... Ici, c'est plutôt marron, on va dire pour le moment. Non, c'est rouge. Grenat. Donc on a extrait ici les feuilles. On a extrait ce pigment rouge. D'accord? On doit faire autre chose après ou pas? Oui. Alors attends, j'essaie de remettre l'ampoule parce que j'ai besoin de mes deux mains. Donc là, pour le moment, on a juste fait l'extrait. Le but du jeu, c'est de séparer. Alors, pour séparer, je vais rajouter un autre solvant. Je vais séparer la couleur rouge et on a parlé tout à l'heure du pigment de la chlorophylle. Donc, je vais vous séparer le rouge du vert. Pour cela, je vais rajouter... Donc, le premier solvant que j'ai mis, c'est l'éthanol. C'est un solvant classique qu'on utilise au laboratoire. Ça vous dit quelque chose, l'éthanol? C'est bien.
Non, c'est mal. Faut pas boire. Alors là, je vais rajouter un solvant organique qu'on a au laboratoire qui s'appelle l'acétate d'éthyle. Alors je ne vais pas vous le faire sentir, mais l'acétate d'éthyle, c'est le solvant que vous allez retrouver dans le dissolvant à ongles, par exemple. Le problème de l'éthanol, c'est que c'est un solvant qui, c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé au laboratoire, qui va extraire beaucoup de choses, mais il n'est pas sélectif. Merci. Alors, le temps qu'elle continue à manipuler, le problème qu'il ne soit pas sélectif, c'est que quand j'ai fait mon l'extraction de prunus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entraîné le rouge, mais j'ai aussi entraîné le vert. On a dit tout à l'heure que la plupart du temps, les feuilles sont vertes. En fait, les feuilles de prunus sont elles aussi vertes. Juste la couleur ne peut pas s'observer parce que par-dessus le vert, vous avez une autre couleur qui prend le pas. Ici, l'idée, c'est de se dire, finalement, j'aimerais bien avoir les deux couleurs, puisque j'ai réussi à extraire deux colorants. Si j'avais les deux colorants séparés, je pourrais les utiliser potentiellement. Je voulais juste montrer que là, en rajoutant le deuxième solvant, l'acétate d'éthyle, je n'ai pas changé la couleur, j'ai juste un petit peu dilué. Je rajoute l'eau. Maintenant, je vais rajouter l'eau et on va regarder ce qui se passe. Waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit le vert? Est-ce qu'on voit le rouge? Vous voyez le rouge? Quelqu'un voit le rouge? Je vais rajouter un petit truc, puisque la particularité du rouge à l'intérieur de la feuille de prunus, elle change de couleur avec son acidité. Peut-être vous avez déjà vu ça. J'ai Billy Pépin avec. C'est cocktail. Et normalement... Vous ne croyez plus ça? Voilà, donc de cette manière, on a séparé la chlorophylle en haut, qui est restée dans la phase solvant, et en bas, on a séparé donc la molécule qui donne la couleur rouge, elle s'appelle anthocyanes. Elles se sont séparées pour plusieurs raisons. Elles n'ont pas la même affinité, en extraction on parle d'affinité, avec les deux solvants. C'est-à-dire que la molécule de chlorophylle, c'est une molécule qui aime plutôt, on dit qu'elle est hydrophobe, elle aime plutôt le gras, du coup elle va se retrouver dans le solvant organique. Et la molécule d'anthocyanes, elle est plutôt hydrosoluble, donc elle va se retrouver dans la phase aqueuse. Voilà, et c'est de cette manière-là qu'on arrive à les séparer. Alors après, on peut vous montrer autre chose de ce qu'on peut faire, ça vous pourrez refaire à la maison. Le temps que tu prépares la suite, je vais juste avancer sur l'histoire du pH. Donc je vous ai dit qu'on pouvait jouer sur le pH, la concentration, la température et le solvant. Ça veut dire que ce sont des paramètres qui vont permettre d'être sélectifs. On a parlé tout à l'heure de côté sélectivité. On a vu que l'éthanol, ça entraînait tout, l'eau, pas tellement. On a vu que le pH, en le changeant, on pouvait changer la couleur des structures de molécules. Et donc, en fonction de ça, je vais pouvoir aller chercher des molécules spécifiques. Typiquement, les anthocyanes dont on a parlé il y a 2 minutes, ils vont pouvoir varier. Alors, vous en avez dans le chou rouge des anthocyanes. C'est très, très facile à extraire du chou rouge. Prenez du chou rouge, trempez dans l'eau, ça suffit. Il n'y a même pas besoin de monter en température. Et en fonction du pH que vous allez utiliser, vous aurez des variations de couleurs qui seront celles-ci. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il y a une application qu'on pourrait dédier à ces choses-là? Alors, parmi les applications qui se développent sur ces points-là, ce sera des applications de teinture. L'idée, ça va être d'utiliser ces pigments, ces colorants, pour en faire des teintures plutôt naturelles, pour éviter les colorants qui pourraient être nocifs pour la santé. Ça a un petit défaut, on va en parler juste après, c'est que c'est beaucoup moins stable que les pigments classiques. Et du coup, sur la durée, dans le temps, pour l'instant, on ne sait pas encore bien stabiliser ces systèmes-là. Mais tu peux nous montrer de ce qu'on peut obtenir Ouais. Genre, si vous voulez refaire à la maison. Ce que vous pouvez faire à la maison.
Moi, j'ai utilisé ici, dans ce petit pot, j'ai fait un jus de curcuma. Donc c'est une épice qu'on utilise dans la cuisine. Et je vais surtout vous expliquer, vous faire la démonstration de pourquoi on met un tablier en cuisine. Puisque le curcuma, comme d'autres épices, vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Ça, cette propriété-là. Ce tissu, c'est juste du coton. On est d'accord qu'il est blanc? Pour le moment. Je le plonge. Le simple fait de le plonger. Derrière, quand je ressors, il est quelle couleur? Il est jaune. Alors il est jaune. Attendez, je vais faire ça pour pas. Si je le mets dans la lumière, il est jaune. Donc le curcuma a aussi la propriété de changer de couleur. Je vais essayer de me mettre dans la caméra. Voilà. Il peut avoir toutes les teintes du jaune jusqu'au orangé un petit peu foncé, presque marron. Voilà. Et donc vous pouvez faire de la teinture comme ça chez vous. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser, le chou rouge dont on a parlé tout à l'heure, le jus de betterave, etc. Ça fait partie des choses où on a l'habitude en cuisine de dire attention, on met une serviette ou on met un tablier quand on cuisine. Bah, ça fait partie des raisons pour lesquelles le curcuma, c'est une tâche très difficile à enlever et du coup ça nous permet de faire de la teinture avec. Teinture naturelle. Donc en fonction des fibres que vous aurez sur vos vêtements ou sur votre teinture, vous n'allez pas les teindre de la même façon. Typiquement, il existe 2 types de fibres. Les fibres dites végétales, c'est tout ce qui va être coton, où on va avoir plutôt des polymères. Alors un polymère, c'est une reproduction d'une quantité d'éléments identiques sur des très très grandes chaînes. On imagine plus de 50 000, 60 000 éléments tous identiques d'affilée. Typiquement, le polymère du coton, ça sera essentiellement de la cellulose. Ces fibres de cellulose, ce sera des fibres végétales. Elles sont composées essentiellement de glucose. Si vous avez des fibres plutôt animales, type de la laine, c'est pas du tout la même chose que vous aurez. Ce sera plutôt des enchaînements d'acides aminés. Et du coup, en fonction de ce que vous voudrez fixer, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, suivant comment vous voulez fixer vos molécules dessus, vous n'allez pas les accrocher de la même façon. Puisque les structures moléculaires du support sont différentes, forcément, le type de molécules que vous avez accrochées ou la façon de les accrocher sur vos fibres sera nécessairement différent. Alors, si on regarde un petit peu, la question de cette histoire de fixation, elle est essentiellement intéressante dans la stabilité dans le temps. Parce que globalement, si je prends son truc vert, là, jaune, vert jaune on va dire, et que je le lave, au premier lavage, bah, peut-être que tout va partir. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Bah, suivant ce que je veux. Si c'est que je me suis fait une tache sur mon t-shirt, je préférerais que ça parte. Si ce que j'ai fait, c'est un torchon qui est décoré, je préférerais que ça reste. Ce qui va se poser comme question quand on va être sur des développements, par exemple artistiques, avec des pigments et des systèmes de peinture, bah, ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours trouver des solutions pour pas que ça se dégrade. Et le problème, c'est que la chimie de ces pigments, elle est très sensible à la lumière. Alors aussi à la température, mais on va imaginer que vos tableaux, vous ne les conservez pas à côté du four, mais surtout à la lumière. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de dégradations dans le temps qui seront dues à une réaction de type photochimique, où vous allez avoir l'effet de la lumière qui va venir produire des réactions qui vont conduire à des dégradations de vos couleurs, et vous allez donc perdre. Ces fameuses alternances de simple et double liaison dont je parlais tout à l'heure vont particulièrement être touchées. Et tout à l'heure, on a dit que c'était ça qui rendait la couleur. Forcément, si vous modifiez ces systèmes-là, vous allez perdre de la couleur. Donc ça, c'est sur la partie photochimique qui est sur votre gauche. Ça marche aussi sur des couleurs qui seraient pas du tout organiques, qui n'auraient pas ces alternances de simple et double liaison, où on va avoir des dégradations également, y compris sur des choses qui sont beaucoup plus résistantes, qui vont, elles, plutôt subir des réactions dites d'oxydoréduction. Alors l'oxydoréduction, c'est souvent dû à l'oxygène, et comme l'environnement dans lequel vous vivez, il contient pas mal d'oxygène, bah, malheureusement, ça a tendance à dégrader pas mal les peintures. Je vais vous donner un exemple très concret sur une peinture qui contient un pigment très stable. C'est une peinture au cobalt qui n'est plus utilisée aujourd'hui, qui était beaucoup utilisée dans l'Égypte ancienne. C'est celle qui permettait de peindre l'intérieur des tombeaux, mais qui a aussi permis de peindre les pyramides. Celles qui sont à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxygène et dans les tombeaux sont restées quasiment intactes au niveau de la couleur. Celles qui étaient sur l'extérieur ont complètement disparu. Ça vous donne une idée de la stabilité. Il y a plein de solutions pour rendre plus stable. L'idée, ça va être d'éviter que ce soit l'oxygène, donc les vernis, les choses comme ça peuvent permettre de protéger, ou d'éviter de le mettre au soleil et de trouver des solutions pour pouvoir protéger ça du soleil.
Donc sur nos histoires de prunus, tout à l'heure je parlais de la différence des couleurs. Souvent dans les arbres vous avez des feuilles vertes. À l'automne elles deviennent marron, tout simplement parce qu'elles contiennent des caroténoïdes et qu'au moment où l'arbre ne produit plus suffisamment d'énergie par photosynthèse, il arrête la photosynthèse. Alors c'est facile, il l'arrête quand il a plus suffisamment de lumière. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à avoir une diminution du taux de lumière journalier, l'arbre arrête de produire de la chlorophylle parce que ça lui coûte plus d'énergie que ce qu'il en produit. À partir du moment où il produit plus de chlorophylle, on perd le pigment vert. Et si on perd le pigment vert, on voit le deuxième pigment, qui est le pigment caroténoïde, qui est bien plus fragile, qui la plupart du temps est protégé par le pigment vert. Évidemment, la dernière étape, ce sera mon arbre, il est tout mort, il n'a plus de feuilles, puisque quand il ne produira plus de chlorophylle, il n'a plus du tout d'intérêt de maintenir ses feuilles sur lui. D'accord ? Donc la dégradation, elle va être lente. D'abord, on arrête la production de chlorophylle, les feuilles commencent à dépérir, on voit la perte de la chlorophylle parce que c'est très rapide, et après seulement, les feuilles vont tomber. Donc ça, c'était sur la partie colorant. Est-ce qu'on prend des petites questions du coup ? Bien sûr. On fait ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous tendra un micro très volontiers. Et puis après, dans une deuxième partie, on parlera, je l'ai noté, c'est juste là, on parlera de fluorescence. On parlera de pile, pardon. Alors, une question. Ou plusieurs. Ah bah tiens. Bonjour. Je m'appelle Lina. Alors c'était par rapport à l'oxydation des pigments. Je sais que, par rapport aux pigments dans l'Égypte antique, ils ont créé le pigment bleu, le bleu égyptien, qui lui est resté même à l'extérieur après 3000 ans. Donc comment vous expliquez que celui-là soit resté, pas les autres ? Alors, en fonction des structures, on va avoir des structures qui seront beaucoup plus sensibles ou peu sensibles. Ça tombe bien parce que j'ai juste un truc après sur l'oxydation. C'est une super bonne question pour la suite. En fonction de la structure des éléments qui contiennent mon pigment, ils vont avoir ce qu'on appelle sur une échelle d'oxydoréduction une position spécifique, d'accord ? Et donc une capacité à être sensible ou pas à l'oxydation. En fonction de où se trouve l'oxygène, de où se trouvent les éléments de mon environnement et de où se trouve le potentiel de réduction ou d'oxydation de mes éléments sur mon échelle d'oxydoréduction, je vais plus facilement pouvoir oxyder ou pas. Donc il y a des choses qui vont s'oxyder très très facilement. Alors on pense entre autres, le fer est un truc qui s'oxyde très facilement. D'ailleurs, tout le monde voit ce côté à l'environnement, la rouille, c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à se protéger. Et il y a des éléments qui seront bien plus durs à oxyder. Donc en fonction de la nature de mes pigments, il y en a un qui est ici, présent dans le tas. Je ne sais pas si on les voit bien. Alors ça, avec lunettes, je vois rien du tout. Là, on a pris des pigments essentiellement au plomb, mais suivant la nature des éléments, alors c'est essentiellement des métaux, on va trouver à l'intérieur, essentiellement, suivant le type de métal qu'on va avoir, et par rapport à son positionnement dans l'échelle d'oxydoréduction, on aura des choses qui tiendront plus ou moins bien. Alors quand je dis plus ou moins bien, ça veut dire que c'est jamais le côté truc qui marche de façon éternelle. Ça marche pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, quoi. Une autre question, et puis ensuite on va continuer parce qu'il nous reste pas beaucoup. Ah ok. Je demande à voir. Oui. Est-ce que la température et la lumière sont les seules choses qui peuvent modifier ou détériorer la couleur au fil du temps ? Alors non, j'ai dit aussi l'air, beaucoup, l'air environnement, c'est-à-dire essentiellement l'oxygène de l'air. Donc certains gaz vont avoir un impact. On sait qu'il y a des gaz de pollution aussi qui ont des impacts, donc l'oxygène n'est pas le seul. On sait aujourd'hui que la pollution peut avoir un impact sur l'humidité aussi, évidemment. Donc tout ce qui va pouvoir favoriser, alors la lumière c'est sur les phénomènes de photo-oxydation, ou photochimie suivant le cas des pigments, et les autres éléments ce sera plutôt sur des réactions d'oxydoréduction de façon générale, mais alors là on peut imaginer, il y a plein de façons d'en faire. Oui, vas-y. Toi. Est-ce que ça a un rapport Et avec tu t'appelles je m'appelle Sad. Est-ce que ça a un rapport avec le bronzage ? Alors non, c'est pas la même chose. Pour le coup, ça n'a pas de rapport. Bon, on pourra discuter de bronzage après. C'est pas une question idiote, ça aurait. C'est une bonne question, mais ça n'a pas de rapport. Mais on pourra en discuter après. On continue ou on prend une dernière question ? Je vois pas les mains parce que c'est un peu dans le noir là-bas. Non ? Ah bah tiens, oui, là-bas. C'était juste devant cette fois-ci. Tiens.
Bonjour, je m'appelle Noah déjà. Et juste, ce serait pour poser une question c'est par rapport à la luminescence. Ça va être quel type si ça va pas être du colorant ni de la pigmentation? On va en parler après. Ok. C'est pas que je veux pas répondre à la question, c'est juste que je vais en parler après. Ça aussi, vous l'avez répété, les transitions. C'est ça, c'est à chaque fois, j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit voilà, pour ce qui est après, ça va être super intéressant, faut rester. Allez, je vous laisse. Ah non, il y avait encore une question là, juste là, pardon. Si je sais pas répondre, je dirais qu'on en parlera après. Ça va faire beaucoup de choses, non, je plaisante. Je m'appelle Fadi et du coup je voulais demander est-ce que sur la peinture il y avait des pigments ou l'autre chose que vous avez mentionné? Alors sur la peinture, ce sera majoritairement des pigments, c'est-à-dire des particules en suspension liées par un liant qui d'ailleurs souvent sur les anciennes peintures on avait des liants qui étaient des solvants relativement volatiles qui avaient l'intérêt de permettre aux pigments de rester fixés sur le mur et le solvant avait tendance à s'évaporer. Le problème c'est que c'était pas hyper sain pour la personne qui était en train de peindre, donc aujourd'hui on a trouvé des solutions, on est plutôt sur des peintures à base d'eau, plus ou moins relativement à base d'eau. Quand même la buvez pas, a priori c'est une mauvaise idée, mais on restera quand même sur des pigments, c'est-à-dire des suspensions dans un liant. Allez, allez-y. Eh, monsieur. Oui, juste après. Bonjour, je m'appelle Liam. Monsieur, comment, hormis avec des fleurs, on pourrait faire de la couleur? Alors, on peut en faire de façon naturelle, c'est ça, sans... Alors, on peut en faire avec des noix, c'est pas une fleur. On peut en faire avec... Plure d'oignon. Plure d'oignon? Plure d'oignon. Ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein, on peut en faire avec certains... Alors, il y a certains coquillages. On peut dans certains coquillages extraire des choses aussi. Bon, en tout cas, les noix déjà, et puis les noix, ça colore extrêmement bien. Ah oui, bien. ça c'est clair. Ouais. Autre question. Bon. Alors là, juste là, en attendant qu'on donne le micro à ton camarade, si le micro veut bien fonctionner. Il y a une question juste là, en bleu. Adidas. Et ton prénom, c'est... Malo. Salut Malo. Bonjour, je voudrais savoir pourquoi les arbres, il est plus rouge en haut qu'en bas. Bah pourquoi? L'éclairage. Bonjour. J'en ai aucune idée. Là, je suis désolé, là ça atteint mes limites de phytochimie. Je sais pas. J'en parlerai après. Alors ça peut, alors quand même, pour répondre partiellement à la question, je ne sais pas si pour ça c'est cette raison-là, mais dans certains cas, effectivement, on peut avoir en fonction de l'éclairage, mais de l'arbre, c'est-à-dire du positionnement des feuilles par rapport à la lumière qu'ils vont recevoir. Alors je pense, pour le prunus, je ne suis pas du tout sûr que ce soit ça. Hein. Mais je sais que sur certaines plantes sur lesquelles on a travaillé, on peut avoir des variations très très importantes du type de molécules qu'on trouve dans la plante en fonction de l'éclairage. C'est-à-dire est-ce que ces feuilles sont plutôt en bas et bien protégées ou est-ce que c'est plutôt en haut? Pour le prunus, je pense pas parce que je pense que la nature de ces pigments-là n'est pas du tout due. Le vert pourrait y être, mais pas pour le rouge. C'est pas du tout dû au lien avec la production de ces molécules n'est pas en lien avec la lumière. Donc je pense pas. Je pense que c'est... je sais pas en fait. Ça fuse. Elle est vraiment la dernière, et puis parce qu'il y a encore plein de trucs à vous montrer. Bah oui. Je sais pas si c'est très important. J'aimerais savoir pendant quelle période ça pousse le plus ces arbres. Alors, bah, c'est facile. Alors ça, c'est une autre conférence. Ouais. Mais c'est que essentiellement, les croissances des arbres, c'est pendant la période de photosynthèse. Hors période de photosynthèse, ils sont plutôt sur des périodes qu'on appelle des périodes de repos. Ils ne sont pas censés normalement avoir de croissance, alors, sauf certaines espèces en particulier, mais nous on sait que quand on fait des extraits, y compris sur des molécules d'intérêt, sur des parties qui ne seraient pas des parties feuilles, la croissance de l'arbre, on sait qu'elle est majeure pendant le printemps. C'est la seule info que je peux vous donner. Allez, je vous propose de poursuivre, et puis on fera un jeu de questions-réponses. Merci beaucoup en tout cas de vous livrer si spontanément à ce jeu de questions-réponses. Tu es prêt ? Donc, une autre façon de produire de la lumière... pour moi, qui semble évidente, c'est la production chimique d'électricité. Je suis sûr que vous avez déjà vu des tutos YouTube, des trucs comme ça, sur la fabrication d'une pile. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un tuto ou quelque chose, ou a une idée de comment est-ce qu'on peut faire une pile qu'avec des produits? Avec des plaques de cuivre, ouais. Dans un liquide? Pour l'instant, j'ai 2 plaques de cuivre dans un liquide qui se baigne. Hein. Ouais, il y a le mot oxydoréduction qui commence. Des pommes de terre. On les met où là du coup? Parce que j'ai...
Alors de liquide avec un pont, dit pont salin. Alors cette pile, elle existe effectivement, mais c'est pas celle dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'une pile bien plus simple. Alors elles sont toutes basées sur un phénomène qui est identique, c'est sur un phénomène d'oxydoréduction. Pourquoi le phénomène d'oxydoréduction est important ? Parce que le phénomène d'oxydoréduction, il va engendrer ce qu'on appelle des électrons. C'est le E- dans mon équation ici, qui se trouve sur la gauche là. J'ai oxydant plus Ne-. Ce E-, il est important, parce que l'électricité, c'est le déplacement des électrons. Donc moi, ce que je vais chercher à faire, quand je vais créer de l'électricité, c'est prendre des électrons et essayer de les faire se déplacer. Alors on pourrait imaginer qu'ils se déplacent comme ça, juste d'une main à l'autre. Alors j'ai mon micro, mais on imagine qu'ils se déplaceraient d'une main à l'autre, ces électrons. Est-ce que ça va produire de l'électricité ? Non, ça ne produira pas d'électricité. Ce qui veut dire que si à un moment donné, je ne force pas mon système à essayer d'aller vers l'extérieur, en fait, mes électrons ils vont s'échanger, mais en circuit fermé. Et ça ne produit pas d'électricité. Il va falloir que je sorte de ce circuit fermé. Alors pour savoir comment on peut faire des piles, pour savoir comment on va pouvoir faire des réactions d'oxydoréduction en général, on a une formule qui est très simple, qui est ce qu'on appelle la formule du gamma. Moi je me souviens quand j'étais étudiant, on a appelé ça le gamma diabolique. Moi j'ai retenu ça à mort. Je me suis dit, gamma diabolique, ce nom est incroyable. Ce gamma diabolique, c'est l'espèce de petit anneau bleu là, qui est au milieu de mon oxydant 2 qui va vers réducteur 1, qui va vers oxydant 1, qui va vers réducteur 2. Ce truc-là, ça donnait la façon dont on allait pouvoir faire les oxydoréductions. Je prends mon échelle qui est juste à côté. Et alors ça, on peut le relayer à ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir comment je sais si mes pigments sont stables ou pas. Je vais regarder si ils vont pouvoir s'oxyder ou pas en fonction de ce qu'on va leur mettre en face. Alors ça dépend de l'état d'oxydation, de mes éléments, de tout ça. Mais si je regarde bien sur mon échelle, là, j'ai de l'or, du platine, de l'argent, tout ça c'est très en haut. On se doute bien que l'or, le platine, l'argent, c'est pas les trucs que vous allez le plus facilement attaquer. On va avoir de l'iode, du cuivre, de l'hydrogène, du fer, du chrome, du zinc, enfin tout plein d'éléments. Et on va regarder leur potentiel d'oxydoréduction. Si je veux faire une réaction, il faudra que je parte de la gauche, que je puisse descendre à droite, que je puisse aller ici et que je puisse remonter. Je vais essayer de choisir les bons couples qui marchent bien. Typiquement, on m'a dit qu'il faut des plaques de cuivre. Alors les plaques de cuivre tout seul, ça ne va pas suffire. Il va falloir que j'en mette en face. Très très souvent, on ira prendre des plaques de cuivre et de zinc. Pourquoi ? Regardez bien où se trouve le cuivre, regardez bien où se trouve le zinc. Avec ça, je peux pouvoir prendre le Cu2+, aller vers mon Zn, repartir vers le Zn2+, et remonter vers mon cuivre. Ça marche bien. A priori, je pourrais faire une oxydoréduction entre ces deux plaques. Du coup, on va essayer de faire une pile. On m'a dit tout à l'heure qu'il faut un pont salin entre les deux. Alors, ce qu'on appelle un pont salin, normalement, alors ça, c'est un truc pour vieux. Tous les ados, écoutez pas, ça marche pas. Mais pour les vieux, normalement, vous avez dû connaître des types de piles qu'on appelait les piles alcalines et les piles salines. Ça parle même aux ados, ça ? Ok, je pensais que ça n'existait plus, ces trucs-là, moi. Les piles alcalines, c'est parce qu'elles contenaient un agent qui était de la soude. Les piles salines, elles contenaient de l'acide. Nous, on a décidé ici de vous proposer une pile un peu particulière. On n'a pas pris des pommes de terre. Je suis désolé. On a pris des citrons. Donc on va faire ce qu'on appelle la pile citron. Et sur cette pile citron, on pourrait imaginer que j'ai mes plaques de cuivre, j'ai mes plaques de zinc, et que du coup, c'est ce qui va se passer. C'est une réaction d'oxydoréduction entre les deux. Et en fait, pas du tout. Dans cette pile-là, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, c'est hyper décevant. Dans cette pile-là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une réaction entre le zinc qui est à l'intérieur et l'acide citrique. Et ça va bouger tout seul. Et ça n'a pas besoin d'aide. Le cuivre, il sert à rien du tout. Le cuivre, il est juste là comme agent de conduction. Dans cette pile-là, il n'a aucun intérêt. Ce que j'ai, c'est une réaction entre l'acide citrique du citron et le zinc. Le cuivre, il va servir d'agent de conduction. Alors, j'exagère un peu parce qu'il a tendance à avoir un potentiel d'oxydation qui est intéressant. Du coup, il va avoir tendance à forcer le déplacement des électrons. Mais globalement, on pourrait très bien se passer du cuivre et mettre juste une plaque de zinc dans le citron, une électrode de l'autre côté, enfin un conducteur, une tige métallique, ce qu'on veut de l'autre côté, et brancher directement, ça marcherait. Donc vous vous doutez, cette pile citron, c'est pas non plus une centrale atomique. L'idée ça va être de produire de la lumière. Alors on va demander, donc là on a fait le montage, c'est facile, alternance plaque, cuivre, zinc, cuivre, zinc, cuivre, zinc, cuivre, zinc. On relie systématiquement les unes aux autres et on a fait un montage en série parce qu'un seul citron tout seul, c'est pas top. Quand je dis pas top, en fait globalement ça éclaire que dalle. Et que nous l'idée c'était d'essayer d'éclairer quelque chose. C'est toujours l'idée ? Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir de la lumière noire, s'il vous plaît ? Alors, je vais éteindre aussi ça. Enfin, pas de lumière, quoi. Est-ce que c'est allumé ou pas ?
Donc si je résume, pour l'instant, j'ai trouvé un système pour recharger mon téléphone portable avec un citron. Alors techniquement, j'en suis pas si loin que ça. Avec mon citron, globalement, enfin là, j'ai pas un citron, j'ai 3 citrons, quelques plaques de cuivre. Honnêtement, c'est pas hyper pratique pour la recharge du téléphone portable. Je vous conseille pas vraiment. Surtout que c'est bien au niveau du voltage, on n'en est pas très loin. Par contre, au niveau de la puissance, on n'est pas du tout suffisant. On arrive à peine à afficher une LED. Je vous raconte même pas le téléphone portable. À peu près 3 semaines de recharge pour avoir 2% de batterie. Il faudrait, on a à peu près estimé tout à l'heure, en fait, il faudrait une plaque bien plus large que la télé ici, remplie de citrons qu'on poserait à l'intérieur, sur les 2 faces, pour réussir vaguement à recharger un téléphone portable. C'est pas un truc d'avenir. C'est pas tout de suite comme ça que ça va fonctionner. Alors on va vous proposer une autre pile. Parce que du coup, là je produis de l'électricité. Ce qui est intéressant, c'est que je peux produire la couleur que je veux. Je suis plus limité par mes couleurs. Alors on a parlé de pile citron, on aurait pu faire pile pomme de terre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire une autre pile. Mais je vais pas mettre de pommes de terre et je vais pas mettre de citron. On va essayer de produire une pile un peu différente, une pile liquide, qui va ne contenir que des liquides. Donc on est toujours sur une alternance d'une plaque de cuivre, d'une plaque de zinc, d'une plaque de cuivre, d'une plaque de zinc. Vous aurez remarqué, pour éviter de faire un court-circuit, on a mis des plaques en bois entre. L'idée est qu'à un moment donné, ces plaques, elles ne se touchent pas. Si elles se touchent, ça fait un court-circuit. Alors, on va pas mettre le feu à la salle, hein. Mais par contre, ça éclaire que dalle. Si je veux que ça éclaire, il ne faut pas que j'ai de court-circuit. Donc on fait tout au champagne aujourd'hui. Alors ce qu'on est en train de vous montrer, ce sont 2 piles qui sont des piles assez anciennes. Il faut savoir que les piles que vous avez classiques, même les piles rechargeables, elles fonctionnent globalement sur le même principe. Sauf que tout est fermé. Aujourd'hui, il existe des piles qui se développent comme ça, qui sont des piles qu'on appelle des piles fluoredox, qui sont des piles qui sont développées beaucoup en recherche pour du stockage de gros volumes d'énergie. C'est pas du tout pour pouvoir recharger quelque chose, hein, c'est plutôt pour stocker l'énergie. Par exemple, vous avez produit au Havre, parce qu'il y a du vent de temps en temps, avec des éoliennes, beaucoup d'énergie, mais vous n'avez pas tout utilisé. Vous avez aussi des panneaux photovoltaïques, mais bon, au niveau de la météo, pour l'instant, pas top. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir utiliser l'énergie que vous avez produite avec le vent au moment où vous en aurez besoin. Du coup, vous aurez besoin de beaucoup de stockage. Et l'idée de ces nouvelles batteries, ce sera de pouvoir stocker les énergies renouvelables pour qu'elles puissent devenir utilisables dans le futur. On éteint, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait avoir le noir, s'il te plaît? L'écran, Ludo. Ah, j'éteins l'écran. Vous avez vu, on a changé de pile. Et du coup, on a changé de... Donc on a changé de couleur, pas parce qu'on a changé de pile, on a changé de couleur parce qu'on a changé de lampe. Hein. Bah ouais. C'est pas la pile qui décide ce qu'on en fait. L'avantage justement de produire de l'énergie électrique, c'est qu'on va pouvoir produire à peu près ce que l'on veut. Typiquement, c'est important de savoir ce que l'on va produire parce que je vous ai parlé tout à l'heure de cette histoire d'éclairage et qu'en fonction de la nature de l'éclairage, vous allez avoir des variations sur ce que vous allez observer. Je pense que vous avez déjà été confronté à des choses genre vous étiez dans un magasin, vous avez acheté un super sweat, par exemple de couleur noire, et vous êtes sorti, en fait le sweat quand vous êtes dehors il n'est pas noir, il est bleu. Ça c'est horrible. Mais déjà bleu c'est genre vous avez acheté une couleur que vous souhaitiez avoir, vous sortez, c'est pas la même couleur. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la nature de l'éclairage, c'est-à-dire ce que vous allez mettre comme ampoule, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout au début, en fonction de la nature de l'éclairage, bah vous n'allez pas percevoir les mêmes choses puisque vous n'allez pas pouvoir renvoyer le même type de lumière. Du coup, 2 couleurs différentes pourraient avoir la même teinte et pourtant c'est 2 couleurs différentes. Si je prends les bonnes longueurs d'onde, je peux les voir de la même façon. Typiquement, bleu et noir, c'est différent, mais sous un éclairage spécifique, pour moi, je vois noir. Et inversement, sous un éclairage, je pourrais avoir du coup, quand je vais sortir, 2 couleurs différentes. C'est typiquement ce qui va être utilisé dans certains magasins pour vous inciter, alors pas spécialement à la consommation, mais pour vous rendre les choses beaucoup plus jolies. On va choisir un type d'éclairage qui va mettre en avant les couleurs que vous souhaitez voir. C'est beaucoup utilisé dans le domaine de l'aquariophilie.
Dans le domaine de l'aquariophilie, on va prendre des néons très spécifiques, avec des longueurs d'onde très spécifiques. Alors certains, c'est juste pour la croissance des plantes, mais dans d'autres cas, ce sera vraiment pour faire ressortir les couleurs des poissons. Et on va avoir une vraie différence d'éclairage de ce que vous pourriez observer en fonction du type d'éclairage. Du coup, si vous avez un éclairage LED, vous n'aurez pas la même chose qu'avec un fluo compact ou qu'avec une ampoule à incandescence, qu'avec la lumière du jour. Donc en fonction du type de lumière, vous n'observerez pas les mêmes choses. C'est entre autres ce qu'on appelle le métamérisme, où vous allez avoir ces deux composés à la lumière, des deux balles qui à la lumière du jour auront la même couleur, et quand je vais les mettre sous une ampoule à incandescence, elles peuvent fortement changer de couleur. Alors tout ça pour vous dire qu'en fonction de la couleur qu'on va avoir, on pourrait observer des choses différentes. Mais au-delà de ça, il y a un phénomène complémentaire que vous pouvez observer. Ce phénomène, c'est un phénomène de fluorescence. Est-ce que ça vous parle, le phénomène de fluorescence ? Ce phénomène de fluorescence, c'est assez simple. Enfin, simple. Donc ici, on a éclairé avec une ampoule... Est-ce que je peux avoir du noir ? Juste 2 secondes, s'il te plaît. Hop, j'aurais éteint. Vous voyez ma petite diode bleue, là ? Donc cette diode bleue, elle est un peu particulière. T'as du succès sur tes lumières. C'est un peu particulier, c'est une ampoule qu'on appelle une ampoule UV. Donc elle est plutôt éclairée dans le bleu. Maintenant, on va vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'éclairage UV. Tu peux rallumer, s'il te plaît ? Donc, ce que vous avez observé ici, c'est ce qu'on appelle un phénomène de fluorescence. En fait, si je prends tout à l'heure l'éclairage, par exemple dans la bouteille, le faisceau lumineux, tant qu'il ne touche pas la bouteille, on est d'accord que vous ne voyez rien. Il ne se passe rien de spécial. Vous arrivez au niveau de la bouteille, d'un coup, il y a un faisceau qui est bleu. Ce faisceau bleu, en fait, il n'est pas dû au faisceau en lui-même, il est dû aux molécules qui se trouvent dans la bouteille. Ce qui va se passer, c'est que les molécules... De façon générale, elles ont une carte d'identité, un peu une sorte d'empreinte digitale. C'est ce qu'on appelle de la chimie quantique. Alors la chimie quantique, c'est tout de suite un mot qui a l'air un peu compliqué, qui est lié à plein de choses que les étudiants de première et deuxième année détestent fondamentalement, mais qu'on pourrait comparer finalement à une échelle, toute bête. Chaque molécule aurait sa propre échelle avec la distance entre les barreaux qui lui serait propre. D'accord ? On imagine, je suis une molécule spécifique, et mon premier barreau il est là, mon deuxième il est là, et puis l'autre elle a des barreaux qui ne sont pas du tout au même endroit. En fonction de l'énergie que je vais lui envoyer, cette molécule, elle va être capable de monter sur l'échelle ou pas. Je m'explique. Moi, je donne un peu d'énergie. Mon premier barreau, il est là. Je donne ça d'énergie. Je ne monte pas. Moi, je ne sais pas monter entre les barreaux. Et la chimie quantique, c'est un peu pareil. C'est de l'énergie quantifiée, c'est-à-dire une zone bien spécifique, qui va faire que si j'ai assez pour aller là, je vais y aller. Et du coup, je vais monter d'un cran. Si j'ai assez pour aller au cran suivant, je vais monter d'un cran. Puis si j'ai assez pour monter d'un cran suivant, je vais monter. Et puis ainsi de suite. Avec mon faisceau lumineux UV, là, j'ai tendance à envoyer de l'énergie. Cette énergie, si on regarde sur le diapo, hop, je rallume la télé. Elle s'allume, ok. Si on regarde ici, cette énergie, vous voyez pas, hop, cette énergie, c'est finalement mes barreaux d'échelle, là, vous avez vu, c'est les états. Je vais émettre de la lampe UV, et je vais avoir pile poil, pour une molécule spécifique, la capacité de monter sur mon échelle. Donc la molécule, elle prend exactement ce qu'on lui donne, elle dit « Oh, super, ça m'intéresse, je monte sur l'échelle, et j'arrive à une hauteur donnée. » Et puis à un moment donné, ce qu'elle va faire, c'est que ce truc-là, elle ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'un électron, c'est un peu une sorte d'ado. C'est-à-dire que quand vous lui donnez de l'énergie, il se met debout, quand vous lui donnez plus d'énergie, généralement, il se rassoit sur le canapé. Et la molécule, c'est un peu pareil. C'est-à-dire avec de l'énergie, elle monte là, et puis à un moment donné, elle va dire « c'est pas un endroit où je me sens... confortable, je vais relibérer de l'énergie. » Alors vous remarquerez qu'elle ne libère pas de l'énergie à la quantité de ce qu'on lui a donné, elle va avoir toute une petite partie qui va descendre un peu par relaxation de vibration, c'est de la perte, et puis à un moment donné, cette perte va se transformer en fluorescence, et du coup elle va rendre cette énergie sous forme lumineuse. En fonction de la fluorescence et en fonction des types, ça ne va pas fluorescer au même endroit. Typiquement, ici on est sur de la quinine qu'on va trouver facilement dans le Schweppes. C'est juste du Schweppes, c'est-à-dire que le Schweppes, il a une molécule qui a la bonne échelle pour pouvoir interagir avec de l'UV, qui va monter, qui va redescendre en énergie de vibration, et puis qui à un moment donné va s'allumer plutôt dans les bleus. C'était bleu quand même, on est d'accord ? On aurait pu changer la couleur avec du colorant.
Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir aller chercher sur des spectres d'émission, d'absorption, et puis jouer avec cette histoire de fluorescence. Alors on peut aller chercher des couleurs bien plus vives, on peut modifier plein de choses. Ça a été pas mal utilisé. C'est aussi des choses qu'on utilise dans... c'est une des choses dérivées qu'on va utiliser dans les feux d'artifice. Alors je ne peux pas vous le faire aujourd'hui, parce qu'on est dans une salle et que je n'avais pas trop le droit de faire des flammes. Mais normalement, on peut faire la même chose avec des flammes de couleur, où on va faire exactement la même idée avec des excitations et rendre de la lumière sous forme colorée. S'il y a des questions sur cette partie-là, on peut les faire maintenant. La troisième démo, elle est longue comment? Parce qu'il nous reste 10 minutes. Elle est hyper rapide. Elle est hyper belle, mais elle est hyper rapide. Ah, on finit en beauté, quoi, en plus. Voilà. Oui. C'est trop classe. Ah bah, on fait graduel. Hein. Est-ce qu'il y a des questions ou des... Voilà, des... Bonjour, je m'appelle Jules. Et vous avez dit juste avant que l'énergie renouvelable, ça pouvait être stocké. Mais je pensais que tout ce qui était électricité, ça pouvait pas se stocker. Alors, moi, j'ai une preuve que ça peut se stocker. C'est typiquement quand je vais chez moi, je branche mon téléphone portable dans le mur, et qu'à un moment donné, je me débranche du mur et j'ai encore de l'énergie dedans. Donc, ça veut dire... Et là, mon téléphone, il n'en produit pas d'énergie. Donc, elle peut être stockée, l'énergie. Elle peut être stockée sous certaines conditions. Ce qui est compliqué, c'est de la stocker sans avoir de perte. Ça, c'est très difficile à faire, de stocker des grosses quantités d'énergie sans avoir de perte. Mais par contre, on sait aujourd'hui stocker. Les batteries amovibles, les piles, tout ça, c'est du stockage, quoi. Donc, on sait la stocker, pas très bien. Mais on progresse. Mais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est hyper important de travailler sur des batteries qui permettent de stocker de l'énergie produite par des énergies renouvelables, notamment pour piloter les énergies renouvelables, parce que l'éolienne, c'est bien quand il y a du vent, mais quand il n'y en a pas, c'est plus compliqué. Alors que si on peut garder l'énergie produite par de l'éolienne sur une période de temps, ça permet de la redistribuer C'est ensuite. ça. L'idée, c'est de pouvoir lisser et de pouvoir dire je récupère l'énergie quand j'en ai besoin, mais avec le nucléaire, c'est un peu pareil, hein. On est capable de produire des grosses quantités. Le problème, c'est qu'on n'en consomme pas du tout la même quantité. Quand on est aux périodes de Noël, il fait froid. Ouais. Et du coup, si on peut la stocker, on aura bien plus de capacité à être économe en énergie, quoi. Il y avait une question juste là. Il a pris la question. Alors du coup, une là-haut et une ici. Et une là. Vas-y, ouais, enchaîne. Vas-y. Ouais. Du coup, c'est ma deuxième question durant cette conférence. En fait, j'ai entendu parler des batteries en lithium. Enfin, il y en a partout. Mais du coup, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on peut pas les stocker à 100%, parce que après elles se déchargent. Et En fait, c'est ce qu'on appelle les cycles de charge et décharge des batteries. Alors, le cycle de charge et décharge des batteries, il faut bien comprendre qu'on est sur des échanges d'électrons qu'on a vus tout à l'heure. Ce que je vous ai pas dit ici, typiquement sur mes piles, au fur et à mesure que je produis de l'électricité, je consomme ma plaque de zinc. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette plaque de zinc, elle n'existera plus. Y compris dans certains stockages, on avait les premières piles, c'était des piles où on consommait un peu les éléments. Alors aujourd'hui, on sait en faire qui consomment un peu moins. La question, c'est de savoir les réactions, jusqu'à quand elles vont être réversibles. Alors il faut bien comprendre que l'idée, c'est je donne de l'énergie à une réaction, un peu comme si je montais de l'eau en haut d'une montagne, et puis je vais lâcher cette eau en haut de la montagne et espérer récupérer la même énergie au moment où elle va descendre. Et ça marche relativement bien, sauf que mes composants vont s'user, sauf que ma réaction, elle est réversible peut-être à 99,99999%, mais si je fais 1000 cycles, il arrive un moment donné où c'est 99,999% va commencer à descendre, et à un moment donné, ça ne marche plus. Le gros challenge des batteries, aujourd'hui, il est double. C'est de réussir à faire des batteries... La grosse capacité, on sait à peu près faire, mais c'est de faire des batteries de grosse puissance et des batteries avec un cycle... du cyclage qui soit de très haut niveau. Si on arrive à faire du cyclage de très haut niveau, on aura des batteries qui pourront tenir énormément. Alors il faut bien comprendre aussi que sur les batteries, entre autres celles d'avant, quand on commençait à descendre en dessous de 60% de l'utilisation de la batterie, on commençait à consommer ce qui était dans la batterie. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas descendre beaucoup en dessous de 60. Aujourd'hui, sur les batteries justement au lithium, on est capable quasiment de les décharger intégralement sans vraiment les endommager. Quasiment. Allez, on va rentrer dans la phase de jeu ping-pong, c'est-à-dire questions courtes, réponses courtes. Alors, oui, pardon, oui ou non, je ne sais pas si ça va être simple, mais on va essayer de ramasser un peu les échanges pour pouvoir finir l'expo, les manips, pardon. Oui. Bonjour, je m'appelle Enzo. Du coup, je voulais demander, est-ce qu'on peut vraiment fabriquer de l'énergie à partir de toutes choses tant qu'ils ont les bonnes molécules? Non. Non, enfin...
J'avais dit que je répondais par oui ou par non. On va dire, je ne sais pas comment je réponds à ça rapidement en fait, c'est hyper compliqué. En théorie, on peut faire de l'énergie avec plein de trucs. Typiquement, aujourd'hui, on est capable de faire de l'énergie avec des bactéries. Donc, avec des bactéries du microbiote des plantes, on sait qu'on arrive à produire de l'énergie. Donc, on peut imaginer trouver des sources d'énergie dans beaucoup d'endroits. Après, la question, c'est combien on peut en produire, dans quelles conditions, sous quelle forme, qu'est-ce que ça a comme coût de production. Ouais. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est stockable? Parce que si c'est pas efficace, ça sert à rien. Très bonne question. Alors, je ne sais pas où est le micro, qui l'a. Eh ben, faut pas hésiter à leur donner parce que. Est-ce que la lumière UV, elle est dangereuse pour l'œil? Oui, oui. Ça dépend de sa puissance, mais oui. Super, merci beaucoup. Question juste là, je reviens vers vous après, pas de problème. Non. Bonjour. Pas la diode qui est là, hein, parce que celle-là, elle. Moi, c'est Yann. J'avais une question. Est-ce que, par exemple, les batteries des téléphones, est-ce qu'ils peuvent exploser comme les batteries des beepers là, qui ont explosé il n'y a pas longtemps? Alors, elles n'ont pas explosé pour les raisons qui seraient liées à de la surchauffe. Je veux bien qu'on donne le micro pendant la réponse, qu'on donne le micro... Alors, en fait, il faut comprendre que les cycles dont on a parlé, là, on a vu que ça consommait, qu'il y avait une réaction. Les réactions, elles sont jamais... Souvent, on parle de réactions endothermiques, exothermiques. Il y en a qui prennent de l'énergie, d'autres qui vont donner de l'énergie, entre autres de l'énergie thermique. Si à un moment donné, j'ai des choses qui s'emballent un peu et que je commence à beaucoup générer de montée en température, c'est parce que ma production, elle commence... La circulation d'électrons, c'est... Nécessairement, ça chauffe. Typiquement, les anciennes ampoules à incandescence qu'on avait, c'était uniquement de la montée en température par la circulation d'électrons. Donc si je chauffe trop, ça marche. Ok, dernière question, ici et là. Ludo. Bonjour, je m'appelle Faël. Faël. Est-ce qu'on peut fabriquer du courant avec des autres aliments? Oui, ça marche avec des tomates. Et des patates? Des patates aussi. Ah ok, merci beaucoup. Mais avec des tomates, Mais ça marche de pas. rien. Il n'y a point de souci. Pour montrer le dégagement gazeux. Ouais, je sais pas si vous pourriez voir, mais Ludo, il y a la on a caméra. un dégagement gazeux ici là qui se produit. Ouais, je peux. Alors tiens. Parce que comme il m'a pas montré. Pendant ce temps-là, j'ai une question, ça sera la dernière de cette séquence. Avant de passer à la suite. Oui, je me demandais, est-ce que la réaction d'oxydoréduction qui a eu lieu du coup dans la pile au citron était déclenchée par une réaction acide-base dans l'acide du citron ou pas? Ou rien à voir? Oui. Oui. Oui, ok. J'ai dit que je répondais par oui ou par non. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on arrive à montrer... Bon, oui, vas-y, on recule, voit, c'est recule. super. Alors, c'est un peu à gauche. Descends. Est-ce qu'on peut expliquer ce que vous montrez? Oui, on va pouvoir. En fait, je voulais vous montrer le dégagement gazeux qu'on observe. Alors, il faut que je trouve où il est, le plus visible. Sur les plaques de zinc, là, je vous ai dit qu'on avait un dégagement gazeux tout à l'heure important. Ce qui peut conduire... Là, un peu. C'est bon? Non. Descends. Ce qui peut conduire typiquement aux dégradations des piles, c'est-à-dire que la consommation du zinc va produire, entre autres, ici ce qu'on a, c'est un dégagement de liaison de molécules d'hydrogène. Je tiens. Oui, je tiens. Ouais. C'est vrai que là, on voit vachement bien. Ici aussi, regardez. Tiens, je te Il y a de la fumée. Merci. C'est des Allez, c'est du direct, comme on dit, donc forcément... Ah, je sais pas, vous on voyez, s'adapte. là on voit mieux. On voit. Là, oui, Parfait. Il est meilleur que moi en C'est caméra. un peu flou, faut reculer un petit peu quand même. Voilà, un tout petit peu encore, recule un Donc petit vous peu. imaginez ça dans une pile fermée? Voilà, c'est bien. C'est bien, voilà, là, on voit bien là. Dans une pile fermée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va gonfler, qu'elle va finir par exploser. Alors c'est pour ça que ces piles-là, la pile à base de Schweppes, c'est une pile sans avenir. Allez, on termine la conférence avec une dernière manip. Alors tout à l'heure, on a parlé chimioluminescence. On aurait pu parler bioluminescence. La bioluminescence, c'est la capacité des animaux, dans certains cas, à pouvoir produire eux-mêmes des réactions lumineuses. Je ne sais pas si vous voyez, il y a certains planctons qui sont capables de faire de la bioluminescence. Ce n'est pas les seuls. Les vers luisants sont aussi capables de faire de la bioluminescence. Il y a une molécule qu'on appelle de la lumière liquide que vous avez déjà certainement croisée, alors pas personnellement, mais dont vous avez déjà entendu parler. C'est une molécule qui s'appelle le luminol. C'est celle qui se trouve sur la gauche. Beaucoup utilisée dans les séries télé pour essayer de voir les scènes de crime, pour voir s'il y a du sang partout. Alors cette molécule, elle est basée sur un truc très simple. Elle va subir une réaction justement d'oxydation. On a beaucoup parlé aujourd'hui de réaction d'oxydoréduction. Ici, on va avoir une réaction d'oxydation, mais cette réaction d'oxydation, elle doit être catalysée. Ça veut dire qu'elle ne marche pas
si je rajoute pas du fer à l'intérieur. Alors c'est assez intéressant parce que ça veut dire que si j'utilise le fer contenu dans le sang et que je pulvérise cette molécule avec de l'eau oxygénée, elle pourrait s'oxyder dès qu'elle va rencontrer du fer. Donc je vais pulvériser. Si à un moment donné elle rencontre du fer, comme il y a du fer dans le sang, elle va pouvoir produire la molécule excitée. Cette molécule excitée, en redescendant, va libérer de la lumière. Et du coup, je vais pouvoir avoir des phénomènes lumineux produits directement in situ. Donc ce que je vous propose, c'est de reproduire cette réaction. Donc on peut se mettre dans le noir tout de suite là ou pas ? Oui. Donc on va se mettre dans le noir tout de suite et on va essayer de produire de la lumière liquide. Attends que j'éteigne la lumière. C'est bon ? Encore. Vous voulez qu'on refasse ? Moi, ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions pendant qu'elle s'amuse à faire joujou. Allez, bonne manière de conclure. Oui, on va te donner un micro juste là, s'il vous plaît. Théo, je m'appelle Théo. Et c'était pour demander comment on fait la lumière. Ah, pour faire cette lumière, alors, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut acheter du luminol. C'est pas donné, on va dire. C'est une molécule qui coûte assez cher que vous ne pourrez pas acheter dans le commerce. Seuls les laboratoires peuvent se le fournir. Ensuite, il faut préparer une solution qui va contenir du fer, qui servira de solution de catalyse. Et ensuite, il va vous falloir de l'eau oxygénée, et plutôt de l'eau oxygénée très concentrée pour apporter l'oxydant. Et c'est en mélangeant ces trois éléments qu'on va réussir à produire cette réaction qui sera génératrice de lumière. Ça marche dans certains bâtons militaires pour pouvoir faire de l'éclairage. Alors ils sont un peu plus stabilisés, c'est pour ça qu'ils tiennent dans le temps, mais le principe est le même. C'est pour ça que c'est des bâtons qu'on casse. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du bâton, on va avoir la solution oxydante. À l'extérieur, on va avoir la solution luminol plus fer. Et quand on va casser, on va avoir le déclenchement de la lumière de la partie lumineuse. Merci beaucoup. Je te donne le micro et il y a une main qui se lève là-haut. Et il y a quelqu'un qui a déjà le micro, sinon ? Non ? Donc, rebonjour. C'est pour savoir par rapport aux pierres qui, eux, produisent aussi de la luminescence, avec quel phénomène ? Alors, j'ai pas entendu le début de la question parce que... Quand il y a un phénomène de luminescence sur une pierre, ça va être... C'est de la phosphorescence. C'est la phosphorescence. Ouais. Ce qu'on appelle luminescence sur une pierre, souvent, ce sera de la phosphorescence. C'est-à-dire que c'est que la pierre, elle est... Si je reviens... Est-ce que je pourrais avoir juste le diaporama ? Ça va juste m'aider pour pouvoir expliquer rapidement. Donc on avait tout à l'heure l'histoire de niveau d'excitation, et quand elle était en haut, ce qu'elle faisait, la molécule, c'est qu'elle redescendait tout de suite. Quand on va avoir de la phosphorescence, typiquement la lumière et ce qu'on a sur les petites étoiles du plafond, là, ce qu'on a, c'est on emmagasine de l'énergie pendant la journée, donc ça monte en état d'excitation, ça va rester à un état stable durant un certain temps, et ensuite ça va rendre de l'énergie sous la forme de lumière. C'est ce qu'on va avoir entre autres sur certaines pierres, qu'on dira plutôt phosphorescentes que luminescentes, pour le coup. Bonjour, je m'appelle Bertie. C'était pour savoir comment font les animaux pour faire leur propre lumière. C'est une super question. C'est une super question, mais c'est une question qui est très compliquée puisqu'elle va dépendre de certains animaux. Souvent, pour les animaux, ce sera des réactions enzymatiques, mais ce n'est pas le cas pour tous. Dans certains cas, ce sera aussi des réactions d'oxydation, comme on vient de le voir. Mais souvent, ce sera plutôt des réactions enzymatiques. Il faut savoir que dans la nature, on a un catalyseur. La nature a des catalyseurs qui sont très très intéressants, ce qu'on appelle des catalyseurs enzymatiques, qu'on est capable de déclencher sur des moments très spécifiques. Et ce sera souvent des systèmes enzymatiques qui conduiront aux réactions d'oxydation. Enzyme. Alors, non, parce que enzymatique, si on n'a pas enzyme... Une enzyme, c'est une molécule qui a un pouvoir spécifique et qui est très très spécifique et dédié. On ne trouvera des enzymes que dans le milieu naturel. Alors aujourd'hui, l'humain s'en est fortement approprié. Il est capable d'extraire des enzymes pour produire des choses avec, mais c'est les catalyseurs du milieu biologique, on va dire. C'est l'équivalent de l'organométallique des milieux biologiques, en version rapide de l'histoire. On va s'arrêter là. Je pense que c'était la dernière question. On va être obligé d'arrêter. Je suis désolé parce qu'on a une autre conférence juste après et il y a un temps d'installation.
Juste, allez, on éteint une dernière fois la lumière, on vous montre la lumière la dernière plaisir, fois. ça marche. On éteint la lumière. Allez, c'était Patrick Bochat, Emmanuel Limenton et Ludovic Paquin. Merci beaucoup à vous trois pour cette intervention.